Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. L'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum de ce soir porte sur le harcèlement sexuel de la femme au travail, gestion et prévention des cas. Le phénomène du harcèlement sexuel professionnel prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde. Elle s'observe généralement au niveau des femmes. Près d'une femme sur 10 a déjà été confrontée à une situation de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Ce type de harcèlement se traduit par exemple par des propos à caractère sexuel, contribuant ainsi à créer une situation intimidante, hostile et offensive qui porte atteinte à la dignité de la femme. Alors, comment se présente la situation au Niger? Quelle est la politique relative au harcèlement sexuel? Quelles sont les sanctions prévues par la loi? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Maman Bachar, coordinateur du réseau Espérance. Oui, merci madame. Kadiatou Abdoulaye, présidente de l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Bonsoir Kadiatou. Oui, bonsoir. Et Ibrahim Amadou Bania, sociologue. Bonsoir, Monsieur Ibrahim. Bonjour, madame. Merci donc de répondre à notre invitation. Je suis Fatih Zakari à la présentation du forum. Je commence par Monsieur Maman Bachar, coordinateur. Qu'est-ce que le harcèlement sexuel et quelles sont les principales caractéristiques? Merci Madame Fatih pour cette opportunité que vous nous offrez pour un peu partager avec vos téléspectateurs justement cette notion de harcèlement sexuel et ses implications. Il faut dire que de par la loi, en tout cas la loi numéro 203 25 du 13 juin 2003 portant répression de mutilation génitale, viol et harcèlement sexuel. Il faut entendre par harcèlement sexuel disons comportement, si vous voulez, qui use de l'ordre, de la menace ou de la contrainte en vue d'obtenir des faveurs sexuelles. Donc, ici, quand on regarde de par la loi, ça renvoie à une notion d'hierarchie, ça renvoie à une notion de rapport de supériorité entre la personne harcelée et la personne qui harcèle. Donc, c'est qui est un peu différent de la notion, par exemple, de voie de fait que les gens confondent au harcèlement. Très souvent, les jeunes filles disent que le monsieur là, il me harcèle. En vérité, là, il n'y a pas harcèlement puisqu'il n'y a pas, si vous voulez, un rapport de pouvoir ou d'autorité entre la personne harcelée et la personne qui harcèle. Mais lorsqu'il y a un rapport d'autorité, il y a un rapport d'hierarchie, puisque là, on parle d'ordre, on parle de menace, on parle de contrainte. Donc, il y a nécessairement un rapport de subordination entre la personne qui harcèle et la personne qui est harcelée. Kadiatou Abdoulaye, vous êtes la présidente de l'Association des jeunes filles pour la santé de la reproduction. Comment se présente aujourd'hui la situation du harcèlement sexuel au Niger? Ok, merci d'abord pour l'invitation et l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir nous exprimer sur cette question qui est tout aussi importante à nous amener à réfléchir ici au Niger, surtout, puisque de plus en plus, c'est vrai, la situation se présente. Tout à l'heure, vous l'avez présenté, une femme sur 10 est victime de harcèlement sexuel au bureau. Et c'est une situation que je dirais, jusque-là, je dirais qu'elle est sous contrôle, mais néanmoins, elle est de plus en plus inquiétante si au bureau, les femmes, mariées ou non, ne sont pas en mesure ou doivent s'inquiéter de
du comportement, que ce soit de leur chef ou des autres collègues au bureau, que les relations ne puissent pas être strictement professionnelles et rester dans le cadre du travail. Donc cette situation mérite vraiment une attention particulière, que ce soit des acteurs de la société civile que nous sommes à travers les associations, que ce soit les autorités ou encore la justice, parce que c'est aussi à ça. C'est ce qui contribue à surtout essayer de garder la situation toujours sous contrôle parce qu'il y a la législation qui est là et en fonction des services aussi, il y a des politiques qui sont développées. Dans les associations, dans les entreprises, il y a des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel à l'interne. Ça dépend des services, mais il y a beaucoup de services qui l'ont justement pour pouvoir prévenir et gérer les cas de harcèlement. Et créer un cadre vraiment favorable aux femmes pour qu'elles puissent développer leurs compétences et se sentir en sécurité dans leur lieu de travail. Merci. Monsieur Ibrahim, vous êtes sociologue. Quelles sont les causes du harcèlement sexuel sur les lieux de travail? Merci madame de m'offrir cette opportunité de m'exprimer sur un sujet aussi préoccupant à partir du moment où c'est un sujet qui est devenu un tabou en milieu professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Quand il s'agit des femmes, une femme qui est victime de harcèlement sexuel opte généralement pour la loi du silence parce qu'elle n'arrive pas à le dire. Pour elle, c'est une honte. C'est une honte. Donc, cette barrière fait que le harcèlement sexuel prend de l'ampleur en milieu professionnel et généralement, les femmes sont victimes. Maintenant, du côté des hommes aussi, il y a des hommes, en raison de leur pouvoir économique ou de leur position sociale ou professionnelle, sont généralement victimes de harcèlement de la part de jeunes filles ou de jeunes femmes. Ces gens aussi optent le plus généralement souvent pour la loi du silence parce que pour eux, c'est une honte. Vous savez, nous sommes régis par une société qui est imbue des valeurs, de valeurs sociales et sociétales, qui fait que ce sujet est tabou. Et à partir du moment où le sujet est tabou, les gens se retiennent d'en parler. Et ce qui fait que les auteurs bénéficient de ça pour pouvoir commettre l'acte aux dépens des victimes. Maman Bachar, existe-t-il des formes de harcèlement sexuel? Oui, les formes sont variées puisque ça peut aller depuis des regards exagérés sur une femme, vous lui fixez pendant un certain temps jusqu'à ce que ça l'indispose, comme ça peut aller à des plaisanteries un peu déplaisantes, comme des attouchements physiques, comme si vous voulez des excès en termes de demandes excessives, par exemple une secrétaire à laquelle on dit amène de l'eau, amène de ceci, amène en tout cas parfois de manière très exagérée, dans le but juste de fixer son regard sur son physique ou de pouvoir toucher une partie de son corps. Ou en tout cas de lui faire, j'allais dire, de compliments souvent un peu exagérés, puisque vous savez, dans notre société, ils ont soulevé ça tout à l'heure, les questions sexuelles sont des questions tabous, mais il arrive qu'il y ait quand même quelques individualités qui franchissent le Rubicon, comme on dit, qui peuvent aller jusqu'à complimenter de manière assez exagérée les femmes mariées, et souvent, sans leur avis, sans leur consentement. Puisque le harcèlement, ici, la notion, c'est la notion de consentement. Puisque entre adultes consentants, le problème n'existe pas du point de vue de la loi. Mais du point de vue de la morale, évidemment, ça c'est une autre question avec les sociologues, certainement on va y revenir. Mais du point de vue légal, c'est qu'on essaye de voir est-ce qu'il y a eu oui ou non l'exercice d'une contrainte. Est-ce qu'il y a eu menace? Est-ce qu'il y a eu ordre? Et est-ce qu'il y a de promesses, soit de rétribution ou de représailles entre la personne qui harcèle
et la personne qui est harcelée. Lorsque ces faits-là sont effectivement établis, puisque c'est en fait ça le problème du point de vue légal, c'est de pouvoir les établir. Lorsque cela est établi, évidemment, on peut considérer qu'on est bel et bien dans une situation de harcèlement qui mérite d'être connue par un juge qui va apprécier conformément à la loi. Et comme vous le savez, il va donc apprécier tous les éléments constitutifs, comme on dit en droit, c'est-à-dire il va regarder l'élément d'abord légal. Est-ce que légalement l'infraction est constituée de par la loi? Je vous ai dit que c'est l'article 281, alinéa 1er, donc de la loi 2003-25 du 13 juin 2003. Et ensuite, il va regarder est-ce qu'il y a un élément, disons, matériel. Est-ce que l'acte est posé? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui a apporté la preuve que l'acte a été posé? Et ensuite, maintenant, il va apprécier l'élément moral. Quelles étaient les motivations de l'acte qui a été posé? Ce n'est pas seulement, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas seulement les femmes qui sont harcelées, même les hommes sont harcelés. Et aujourd'hui, l'évolution de notre société a fait que aussi les femmes acquièrent des niveaux de responsabilité assez élevés où elles peuvent décider de recrutement d'un stagiaire ou d'un employé ou de sa promotion ou de sa progression en grade. Donc, elles peuvent aussi utiliser cette position-là pour contraindre. Mais j'ai dit une fois encore, toute la difficulté est de pouvoir établir les preuves de l'infraction. Puisque l'infraction, elle peut avoir, disons, deux pendants, un pendant administratif et un pendant judiciaire. Sur le plan administratif, généralement, comme elle l'a soulevé tout à l'heure, généralement, la plupart des institutions, ils ont des codifications qui sont très strictes. Donc, on appelle le code de conduite, où justement, tous ces types de comportements-là sont prévus et punis, et parfois même de renvoi. Mais du point de vue judiciaire, il me semble, c'est là où se situe tout le problème, puisque apporter la preuve justement du harcèlement sexuel me paraît à ce point-là effectivement difficile. Merci Abachara, je reviens vers Kadiatou Abdoulaye. Kadiatou, vous œuvrez donc pour le bien-être de la femme. Qu'est-ce que donc vous faites dans ce sens, dans le cadre du harcèlement sexuel de la femme sur son lieu de travail? Ok, merci. La première action, l'une de nos actions qui constitue d'ailleurs le centre de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Il faudrait qu'on puisse amener les femmes à ne pas garder le silence face à ce genre de comportements sur leur lieu de travail. Aucune femme ne doit garder le silence parce que dénoncer son patron ou dénoncer des actes de harcèlement sexuel demeure toujours un tabou dans notre société. On ne peut pas continuer à vivre avec ce mal parce que ça va continuer à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, si une femme victime de harcèlement sexuel arrive à s'échapper, par exemple, arrive à mettre fin à sa manière ou arrive à se prévenir avant qu'on aille au point du non-retour, avant que son harceleur n'atteigne vraiment un certain niveau de gravité. Si elle a échappé et qu'elle garde le silence, ce n'est pas évident que l'autre aura la même chance qu'elle. Pourtant, elle pouvait mettre fin à cela en dénonçant, en parlant, en n'étant pas complice d'autres actions de harcèlement. Il faudrait que les femmes parlent. C'est pour ça que nous nous sommes engagés à sensibiliser, à vulgariser, à amener les femmes à comprendre que c'est un rapport professionnel qui doit exister entre elles, avec le patron, avec ses collègues au bureau. Rien ne l'engage à accepter des indirects, des compliments, des remarques sur son physique. Ça n'a rien à voir avec son travail. Elle a une vie privée à elle. Elle a droit au respect à son lieu de travail. Donc, elle ne doit en aucun cas laisser passer chaque acte ou commentaire indésirable qu'elle doit supporter parce qu'elle est dans son travail, parce que c'est son patron. Elle n'a aucun droit sur elle, sur ce côté-là. Donc, il faudrait amener les femmes d'abord à comprendre cela, à
connaître leurs droits. Parce que souvent, c'est l'ignorance qui amène tout ça. Elle a peur, elle se dit, bon, comment, même si je parle, on ne va pas me croire, comment est-ce que je vais faire? Et deux fois, ça s'aggrave parce que ça peut avoir des conséquences sur son mental et tout ce qui va avec. Le sociologue est là. Les conséquences peuvent être aussi graves que l'on peut penser. Nous entamons à présent la deuxième partie du forum avec le témoignage de cette femme victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. On l'écoute. Quand on l'a nommé notre chef, c'est en ce moment-là j'ai commencé à sentir c'est quoi un harcèlement dans une boîte plutôt. J'ai commencé à savoir c'est quoi un harcèlement dans un service. Il m'a harcelé moralement et psychologiquement. Il m'a harcelé psychologiquement parce que le monsieur s'est permis de raconter à tous les agents de nos services qui me connaissaient avant bien que je ne connais rien dans le métier, que le métier, les gens se plaignent de moi, que je ne connais rien, tout ça là. Bon, les gens me disent non, on connaît tout ça là, mais les gens se taisent parce que il est nommé un supérieur. Donc tout le monde m'appelait, non, il faut te patienter, ça va passer, tout ça là. J'ai dit, ok, je me patiente. Qu'est-ce qu'un journaliste sans terrain? Qu'est-ce qu'un journaliste sans journal? Qu'est-ce qu'un journaliste sans reportage? Moi, je ne vois pas ça. C'est ma passion d'informer, d'aller sur le terrain, c'était ma passion. Donc, du coup, il m'a sanctionné de tout ça. Je ne vais pas en reportage, je ne vais pas en activité, à un certain moment, il m'a sanctionné du journal. Et quand ces choses-là s'accumulaient sur moi, et le plus pire, c'est qu'il fait, il appelle les autres agents, les autres journalistes pour leur faire monter en haut, pour leur faire monter dans son bureau pour m'insulter. Il m'insulte, après il redescend. Et ces jeunes-là, c'est eux qui me racontent ce qu'il dit de moi. Tout le monde était au courant de ma situation dans la boîte, tout le monde. Même les vigiles étaient au courant. Tout le monde sait qu'il ne m'aime pas, tout le monde sait pourquoi il me fait ça, tout le monde. Donc ce n'est pas du tabou, je ne peux pas mentir sur lui. Un beau jour, j'ai pris ma décision de démissionner. Les gens me disaient, mais on te paye, il faut rester. J'ai dit non, je ne travaille pas pour l'argent. C'est vrai, on travaille pour avoir de l'argent, mais je travaille pour apprendre, pour servir. Et si je ne sais rien, je ne veux pas prendre un centime de quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne me sens pas moi-même. Mais informer la hiérarchie, je fais. Informer même les petits, c'est-à-dire échanger même avec les gens qui ne sont pas dans mon domaine, je l'ai fait parce que ça m'a travaillé la tête, quoi. Il me dit, tu ne sais rien, c'est ça, on me dit. Il a dit, tu ne sais rien. J'ai dit, je ne sais rien. Alors, comment je peux tenir devant tous les bons nombres de journalistes? Comment je peux tenir ça? Hein? En fait, harcèlement, là, ça existe. Et puis, en tant que femme, tant que tu quittes chez toi pour aller quelque part, tu seras harcelée. Donc, c'est à toi de maîtriser, c'est à toi de savoir faire. Et moi, les gens m'ont dit d'aller porter plainte contre lui. J'ai dit non. Pour moi, il n'est pas arrivé à ce stade-là. Je suis musulman et je crois en Dieu. Et je le laisse avec le bon Dieu. Si dans ma vie, j'ai fait quelque chose de mal pour lui ou pour quelqu'un, pour que cette personne soit détruite dans son travail, que Dieu me punisse comme ça. Et si c'est lui qui a rendu ma vie impossible dans mon travail, je le laisse avec le bon Dieu. Et j'ai trouvé un nouveau travail. Et pour les femmes, mon message, soyez fortes. Les femmes harcelées dans le travail, soyez fortes. Ne vous laissez pas faire à cause d'un travail. Quel que soit le travail, ne vous laissez pas faire. L'amour est à part, harcèlement est à part. Tu peux tomber amoureux dans un agent, tu peux causer tout ça là, mais harcèlement, c'est ça qui n'est pas bon. Il ne faut pas vous laisser harceler et, et accepter et continuer parce qu'à un certain moment, la personne peut devenir folle. Moi, je sais de quoi je parle. Parce qu'à un certain moment, quand je rentre à la maison, je pense, je fais des maux de tête terribles. Je parle avec mes enfants. Si ce n'est pas que j'ai une famille formidable, avec des collègues formidables, peut-être vous allez me retrouver en pavillon E.
Vous venez là donc de suivre le témoignage d'une femme victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Le sociologue Ibrahim Banya, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez d'écouter? Merci, madame. Il me semble que cette femme a été victime de harcèlement sexuel dans son milieu professionnel. Et elle a été victime d'harcèlement sexuel de la part de son patron qui, à raison de sa position professionnelle, l'a amené à faire quelque chose contre son gré. Ça, c'est une contrainte. Donc, juridiquement, ce n'est pas permissif. C'est un acte qui n'est pas permissif à partir du moment où c'est devenu une contrainte. Et elle est en train de raconter comment est-ce que cette situation s'était passée et les séquelles de la situation qu'elle a vécue à un moment donné. Elle a parlé des conséquences que cet harcèlement avait eu sur sa personnalité, sur le plan social, sur le plan psychologique. Ce harcèlement a tellement affecté sa personnalité au point où elle disait qu'elle avait un trouble de mémoire. Donc, un trouble de mémoire sur le plan psychologique, vous voyez ce que ça fait. Elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Et elle était dans une situation inconfortable. Donc, il aurait fallu que par après, qu'elle puisse vraiment s'entretenir avec des gens qui ont pu la soulager pour l'amener à récupérer et à reprendre de ses forces sur le plan psychologique. Donc, c'est pour vous dire que le harcèlement sexuel, c'est un acte qui est condamnable sur le plan social parce que c'est un acte jure avec la moralité. C'est pour vous dire que le harcèlement sexuel est un acte à caractère dégradant, à caractère humiliant, qui affecte la personnalité de la personne. Cette dame, à l'entendre parler, on a comme l'impression qu'elle a vécu un calvaire. Et c'est pourquoi, juridiquement, le maître est là pour peut-être nous apporter quelques éclaircissements. Mais c'est pourquoi, juridiquement, il est condamnable. Et c'est même une chance pour nous au Niger que le harcèlement sexuel est de l'ordre du pénal. Ce n'est pas de l'ordre du civil. Ailleurs, dans certains pays, le harcèlement sexuel relève du civil, puisqu'on considère que c'est un acte qui est commis le plus généralement souvent sur les femmes. Et on considère que les femmes sont marginalisées, sont cette catégorie sociale qui est marginalisée, qui n'arrive pas à s'exprimer, à raison de cela, vit des difficultés, même sur le lieu du travail. Donc, au Niger, Dieu merci, avec la loi, puisqu'on a une loi dont Maître vient de décrire tout à l'heure, traite spécifiquement du harcèlement sexuel. Et nous, en tant que sociologues, ce que nous pouvons en faire, nous pouvons peut-être encourager les victimes à ne pas opter pour la loi du silence, à dénoncer les auteurs pour que cela ne puisse pas être un acte immoral à entretenir en milieu professionnel. Puisque le harcèlement sexuel que vit une personne dans son milieu social contre son gré l'amène à ne pas travailler, l'amène à ne pas se concentrer sur ses activités professionnelles, l'amène à ne pas se concentrer sur l'essentiel. Vous voyez combien le harcèlement sexuel n'est pas bon dans le milieu professionnel. Et ce n'est pas seulement les femmes. Je ne suis pas féministe, donc je ne dirais pas que le harcèlement sexuel concerne seulement les femmes. C'est un acte qui concerne aussi les hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le harcèlement sexuel, en un mot, vraiment, c'est un acte qui n'est pas du tout permissif, que les gens doivent dénoncer pour au moins que... C'est vrai, au Niger, on n'a pas de données statistiques fiables qui puissent montrer l'ampleur du phénomène. Mais quand même, de bouche à oreille, entre collègues, entre amis, les gens parlent. Mais malheureusement, ça ne fait pas tache d'huile, puisque la chose n'est pas portée devant les juridictions. La plupart du temps, les gens qui sont victimes préfèrent rester dans le silence pour ne pas se vilipender, pour ne pas se faire traîner dans la boue. Puisque une femme mariée qui a été victime de harcèlement sexuel, qui continue à garder le silence, pour elle, peut-être c'est la meilleure manière de conserver sa personnalité sur le plan social. Donc, elle préfère garder le silence que de dénoncer son patron.
puisque peut-être que c'est une femme mariée qui a même des enfants. Peut-être que c'est une femme mariée qui a même des petits-enfants. Vous voyez combien dans notre société, c'est un acte qui relève au regard de son caractère tabou. Donc, il est en train de prendre de l'ampleur. Et nous, en tant que sociologues, nous encourageons, ou apprentis sociologues, nous encourageons vraiment les victimes à dénoncer, à ne pas opter pour la loi du silence, pour que cela puisse au moins être aménagé, cela puisse être réduit. Pourquoi ne pas puisse être peut-être même radié un jour? C'est bien possible. Bachar, comment réagissez-vous par rapport à ce témoignage donc, de cette femme? Oui, évidemment, il y a un témoignage assez poignant ici de cette femme qui rapporte évidemment ce qu'elle a vécu, qui de tout point de vue s'approche ou s'assimile au harcèlement sexuel. Si ce qu'il faut retenir, c'est la notion de contrainte, c'est la notion de représailles, c'est la notion de, disons, de pouvoir sur l'autre. Puisque, comme vous l'avez suivi, elle disait qu'elle a été exclue de tout ce qui est reportage, de tout ce manifestement, c'est une journaliste, donc de tout ce qui pourrait la faire vivre son métier de journaliste. C'est-à-dire, elle était devenue comme une espèce de renégat au sein du service. Donc ça, c'est une torture assez importante. Il ne lui refuse pas son salaire, il ne dit pas qu'elle est renvoyée, mais il l'empêche de travailler, puisque c'est lui qui donne le travail. Et à la fin du mois, elle va percevoir un salaire qu'elle va penser ou sentir comme une espèce de l'aumône, puisqu'elle ne l'a pas mérité, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de pouvoir travailler. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, l'histoire finit par le départ du maillon le plus faible. C'est-à-dire si c'est le jeune garçon ou c'est la jeune fille qui est le maillon faible dans le service, c'est lui qui finit par quitter. Puisque c'est tout de suite la démission, ou bien alors c'est une notation. Puisque c'est en fait ça aussi l'autre notion, c'est-à-dire la notion de représailles. Puisque quand quelqu'un vous note, ou note vos performances, donc il a tous les moyens de vous attendre au tournant, comme on dit. Et donc voilà un peu, si vous voulez, et c'est pourquoi je pense que du point de vue légal, il y a un cadrage assez important qui a été fait, mais le balisage doit être, de mon point de vue, surtout éducationnel et environnemental. Il faut créer les conditions dans l'esprit de nos jeunes filles et de nos jeunes garçons que le travail se mérite et qu'une fois sur le lieu de travail, il faut prouver ses compétences, il faut s'affirmer par son savoir-faire et non penser et pouvoir exposer certains atouts pour obtenir des faveurs. Puisque tout le problème est lié à cet état de fait-là. Puisque celles qui le font ou ceux qui le font, ils en obtiennent ce qu'ils veulent, mais personne n'en parle et personne n'entend. Mais c'est seulement quand ça tourne au vinaigre que effectivement la question est tout de suite su et puis donc des dispositions doivent être prises. Pour moi, le code de conduite, le code pénal et l'environnement sociétal, c'est-à-dire l'éducation globale que tout le monde a réussi chez lui, dans son environnement, devait permettre de savoir que on ne peut pas obtenir des faveurs sexuelles par la contrainte, par la menace ou par l'ordre. Vous avez écouté Khadijat Abdoulaye. Ok, merci. Moi, par rapport à ce témoignage, ça montre à quel point le problème est profond. Mais tout à l'heure, comme l'ont dit le sociologue et maître, c'est tout un ensemble de comportements que nous devons prendre en compte. Les textes existent. Les textes pour exister. On peut, le harcèlement sexuel peut être sanctionné au pénal. On peut considérer ça comme un crime, comme tout ce que nous voulons. Mais à un certain moment, il faudrait aussi que nous posons le vrai débat. C'est parce que nous partons vers la dépravation des mœurs que nous constatons cela au service. Nous sommes dans une société qui a des valeurs et des principes. Nous avons été éduqués avec des valeurs et des principes que, normalement,
si nous travaillons avec les valeurs et les principes, nos traditions, nos us et coutumes dans nos sociétés, c'est des actes, c'est des actions que nous ne pouvons pas rencontrer au travail. C'est des comportements que nous ne pouvons pas. Il y a des exceptions, il y a toujours des, mais ça ne peut pas être, ça ne peut pas se développer, ça ne peut pas prendre de l'ampleur comme nous sommes en train de le vivre actuellement. Nous sommes, si on prend non pas seulement la tradition, mais la religion. Mais bon sang, tu ne peux pas t'adresser à une femme mariée, aussi que tu sois son supérieur, même étant son père, excusez-moi du terme, si je peux le permettre, une femme mariée, ça se respecte. Il y a des comportements qui ne peuvent pas être engagés entre vous. Il y a des commentaires que tu ne peux pas le faire. Tu n'as même pas le droit de le regarder à un certain moment où la femme va se sentir gênée. La même façon pour la femme mariée, il y a des comportements que tu ne peux pas adapter au service. Il y a des paroles que tu ne peux pas avoir avec tes collègues étant une femme mariée. Il y a toutes ces barrières, ces principes, ces valeurs que autrefois on travaillait dans nos sociétés. Mais malheureusement, on est en train d'assister à une dépravation dégradante de nos mœurs qui amène tout ce problème qu'on nous expose, que ce soit au travail, qui nous met en danger nous-mêmes et met en danger que ce soit les générations futures, tout le monde autour de nous, au service. Mais n'empêche, puisque le problème est là, nous vivons avec le problème, il faudrait que nous puissions aller vers la solution. Il ne faudrait pas qu'on puisse entretenir cela pour aucune raison que ça soit. Il n'y a pas de raison pour qu'une femme soit harcelée au bureau. Il n'y a aucune raison pour qu'un homme soit harcelé sexuellement au bureau. Il n'y en a pas. On peut chercher des excuses partout, que ce soit le comportement, peu importe. Tant que c'est, comme l'avait dit Maître, le consentement, il peut y avoir, comme dans le témoignage, elle disait, il peut y avoir des relations ou des relations amoureuses et tout ce qui va avec au service. Ça, c'est différent, ça, c'est normal. Mais souvent, c'est comme il l'a souligné aussi, ça peut dégénérer, ça peut partir de là. Peut-être une des parties ne se sent plus dans la relation, veut arrêter la chose, mais l'autre n'est pas consentant. Du coup, ça dégénère, ça part maintenant vers le harcèlement. Et là, c'est grave. Toujours dans ce cas-là, je l'ai toujours dit, il ne faut pas que nous gardons le silence. Si nous continuons à cultiver le silence, à cause du caractère tabou de la question, ça va continuer et ça va dégénérer. Ça sera très grave. Ça va arriver à un moment où on ne pourra plus arrêter la chose. On a des textes. Il faut qu'on parte maintenant, que ça soit à l'interne. La lutte contre le harcèlement dans le milieu professionnel doit être à l'interne. Il faut qu'on puisse régir ça, que chaque service ait une politique de tolérance zéro par rapport à tout ce qui est harcèlement. Qu'on ait des personnes sérieuses, capables et indépendantes de pouvoir gérer à l'interne. Quand je suis harcelée, je sais à qui m'adresser, qu'il y ait des services spécifiques pour ça, pour le harcèlement, l'abus de pouvoir et tout ce qui va avec. Si nous voulons arriver à bout, qu'il y ait des services spécifiques dans les services, dans les institutions, pour prendre en charge ces genres les dénonciations et tout ce qui va avec, pour pouvoir essayer de gérer parce que c'est l'image aussi de la boîte qui va avec, pour essayer de gérer la situation quand c'est pas parti aussi loin, pour gérer la situation à l'interne et prendre des sanctions administratives pour pouvoir empêcher d'autres personnes d'emboîter le pas. Ça essaye de canaliser les choses et ça nous permet vraiment de plus être productifs au travail, de nous concentrer à notre travail, de se sentir en sécurité. Parce que je sais que toutes les conditions sont réunies pour que je ne m'inquiète de rien. Abus de pouvoir, harcèlement sexuel, rien ne peut m'arriver au service. Quand je remarque quelques comportements, quelques actes suspects qui me mettent mal à l'aise, je sais là où directement aller pour m'exprimer. Au service en même temps, ça ne prend pas de temps. C'est le même service, c'est le même bureau. Je sais tel service, tel bureau, dès que je pars là-bas. J'expose mon problème et eux, ils prennent le relais pour gérer la situation avant que ça ne puisse dégénérer. Si ça part au-delà, il y a des juridictions, il y a des endroits dans lesquels je peux aller me prendre. En tant que femme, il faudrait que nous soyons vigilantes. C'est pour ça que je disais, il faudrait qu'on puisse sensibiliser les femmes. En quel cas on peut parler de harcèlement sexuel, d'abus de pouvoir. Et en même temps, parce qu'elles savent qu'elles auront à dénoncer, qu'elles prennent toutes les prédispositions pour avoir ces preuves-là, pour pouvoir dénoncer leur bourreau. Et pour ça, il faudrait qu'elles soient informées bien avant de ce que tout cela implique. Maman Bachar.
Coordinateur du réseau Espérance, quelles sont les voies de recours? Bon, les voies de recours, tout le monde le sait. Je vous ai dit qu'il y a celles qui sont de caractère professionnel et donc administratif, et il y a celles qui sont de caractère judiciaire. En ce qui concerne le caractère administratif, vous avez vu dans beaucoup d'institutions, notamment internationales, les ONG internationales, etc., il y a toute une codification autour de cette question-là. Et généralement, même dans votre contrat, il y a tout un annexe donc, qui concerne cette question-là. Puisque c'est des situations et des relations parfois d'autorité, de subordination entre vous et les agents. Il faut que vous acceptiez que par quelque façon que ce soit, vous ne soyez dans une posture d'utiliser votre position pour contraindre l'autre à être dans une relation intime avec vous, puisque c'est de cela qu'il s'agit, que par la communauté. Oui, maintenant, juridiquement, quelles sont les sanctions sur le prévues? plan juridique, Oui. Sur le plan juridique, la sanction, à la différence du viol, qui est un crime, puisque là, il faut que je rectifie tout à l'heure ce qu'elle a dit, à la différence du viol, qui est un crime, le harcèlement sexuel est puni de 3 mois à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Donc, c'est ça que la loi prévoit, donc, notamment à l'article 281, alinéa 1 donc, de la loi que je viens de citer, c'est-à-dire la loi 2003-25 du 13 juin 2003. Donc, vous voyez bien que, bon, je ne dis pas qu'on n'a pas pris trop au sérieux, en fait, la chose, mais je considère que au regard justement de la peine, on peut considérer que en fait c'est pas aussi dur la sanction. Maintenant, c'est de donner l'éducation à nos enfants, à nos épouses, à nos sœurs, que quand elles vont sur le lieu de travail, elles doivent s'affirmer techniquement. Elles doivent faire tout pour démontrer qu'elles ne sont pas là par faveur et qu'elles peuvent faire le travail, et c'est pourquoi elles sont là, parce qu'elles ont un certain mérite. Mais lorsque les choses se font de manière, comme on le sait dans notre société, avec des négociations de faveurs, etc., il arrive qu'à un certain moment, ça dégénère lorsque l'un des acteurs n'est pas content de la situation, donc il n'y a pas consentement, il peut y avoir problème de ce point de vue-là. Donc, je résume que du point de vue légal, l'action peut effectivement être portée devant les juridictions lorsqu'il y a usage d'ordre, menace ou représailles. Donc, il y a une absence de consentement d'un supérieur qui veut imposer sa volonté et du point de vue justement sexuel à son subordonné. Là, on peut considérer qu'il y a harcèlement et que cela est prévu et puni par la loi. Donc, pour finir, nous allons écouter le sociologue Ibrahim Banya. Comment prévenir efficacement donc, la survenue des cas de harcèlement sexuel en milieu de travail? J'ai dit qu'il est beaucoup plus facile de prévenir le harcèlement sexuel de manière sociale à travers les travailleurs qui vont être placés dans les différentes institutions. Il est beaucoup plus facile de prévenir le harcèlement sexuel en informant et en formant, en encadrant l'agent qui vient juste d'être recruté, parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont ce qu'on appelle des codes de bonne conduite. Donc, si un agent est formé sur le code de bonne conduite avant d'être recruté ou bien avant d'intégrer le milieu professionnel, peut-être en ce moment, il va pouvoir se préserver de cet acte. Ça, c'est 2. Troisièmement, il va falloir que, comme je l'ai dit, j'insiste là-dessus, que les victimes de cet acte dénoncent les auteurs pour qu'à leur tour, ils ne puissent pas avoir une grande marge de manœuvre pour à leur tour continuer à perpétrer l'acte. Puisque si l'auteur se sent protégé par le silence, il va continuer à poser l'acte. Et peut-être que toutes les femmes ou toutes les filles de la boîte ou bien de son milieu professionnel, il va vouloir les harceler. Et ce n'est pas bon.
Et vous savez que ce n'est pas bon parce qu'on dit que le harcèlement sexuel amène la femme à ne pas se concentrer sur son travail. Alors que dans le lieu du travail, on a besoin de productivité. Sur un dernier point, Bachar, quelles sont les dispositions prises par l'État et les organisations non gouvernementales pour garantir la sécurité des employés dans leur lieu de travail? Oui, les dispositions, vous les connaissez, c'est notamment le Code de travail au Niger, la convention collective interprofessionnelle. C'est de cadres assez aisés dans lesquels les conditions dans lesquelles le travail doit s'accomplir sont expressément donc exposées, et les dispositions sont prises normalement pour connaître et réprimer tout acte donc, qui serait considéré comme un cas d'abus de pouvoir ou d'autorité, puisque en fait le harcèlement sexuel, il faut le ramener strictement, en tout cas sur le lieu de travail, dans le cadre d'abus de pouvoir ou d'autorité. C'est-à-dire vous avez une position qui vous permet de contraindre, de récompenser, comme de réprimer ou de sanctionner. Donc, moyennant ce pouvoir-là que vous avez entre vos mains, vous arrivez à exercer une contrainte sur ceux qui vous sont subordonnés. Et ça, c'est prévu dans le Code de travail. Et normalement, si la justice fonctionne normalement, lorsque l'affaire est strictement professionnelle, il y a toute une codification. Lorsque vous êtes victime d'un abus de pouvoir ou d'autorité, vous pouvez exercer ce qu'on appelle les recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire le REP. Lorsque l'affaire a une connotation judiciaire, vous attaquez devant une juridiction pénale. Donc, du point de vue professionnel, du point de vue administratif, je pense que la protection, elle est là, elle est réelle, elle est suffisante. Cependant, c'est l'applicabilité, justement, de textes qui pose problème et les moyens de preuve. Et c'est en cela que le rôle des associations me paraît être essentiel à ce niveau-là, pour créer des conditions non seulement préventives, pour sensibiliser les jeunes employés qui commencent à travailler, y compris les différents responsables administratifs, pour partager avec eux certaines préoccupations, parce qu'il y va de l'intérêt de leur service, puisque la dame que nous avons suivie tout à l'heure a dit jusqu'à quel point cette situation a eu un impact psychologique, professionnel, et même sur son rendement, en fait, au travail. Donc, il y va de l'intérêt des entreprises et des services de créer des conditions agréables pour tout le monde, pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a justement ces balisages à faire. Deuxième fait qu'ils peuvent évidemment prévoir, c'est une espèce de counseling. C'est-à-dire, comme on le fait dans le cadre, par exemple, par le passé, il y a 10 ans, 20 ans, dans le cadre de la lutte contre le sida. Donc, on vient, on entend les malades en toute discrétion, on les oriente, on leur démontre un peu les solutions, puisque souvent, il peut y arriver, même de patrons, il faut les dire malades, hein. Et comme il peut y avoir justement ceux qui se disent victimes et qui sont également ceux qui auraient provoqué ce qui leur arrive. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu sur le harcèlement sexuel de la femme au travail, gestion et prévention des cas. Nous étions en compagnie de Mohamed Bachar, coordinateur réseau Espérance, Kadiatou Abdoulaye, présidente de l'association des jeunes filles pour la santé de la reproduction, et Ibrahim Mahamadou Banya, sociologue. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la technique Seine Isaka et la réalisation Mustafa Ayouba. Restez donc à l'écoute pour la suite de nos programmes du studio Kalangu.